Si on travaille la Torah, la Bible, le Coran en langue, si on se demande comment on dit Dieu, comment on dit l'autre, comment on dit croire, on va peut-être arriver à au moins travailler ensemble. Bonjour à tous. Pour cette première édition du festival auquel le monde est associé mot pour mot. Je suis Nicolas Veil du Monde des Livres et c'est un très grand privilège et une joie de recevoir ici Barbara Cassin et de discuter avec elle en ce beau dimanche finalement ensoleillé. Alors si pour faire vite, Barbara Cassin est philosophe, elle est aussi beaucoup d'autres choses. Elle est philologue, elle est traductrice, aussi bien de Parménide que de Hannah Arendt ou de Gorgias. Elle a été marquée par mai 68 et pourtant elle est aujourd'hui à l'Académie française et aussi, si je ne m'abuse, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Non plus. Bon, en tout cas, elle l'a été. Jamais. Jamais. Ah bon, alors je suis désolé. J'ai été trahi par une... C'était l'occasion de rappeler cette belle institution aussi, cette belle classe de l'Institut, un peu sous-traitée. Autant pour moi. En tout cas, vous avez voyagé de par le monde, vous organisez des expositions, vous vivez une partie de l'année dans le Cap Corse. Et je laisse au plaisir de découvrir votre parcours et beaucoup de recoins de votre existence, y compris très intime, dans cette belle autobiographie auquel vous avez donné un titre rimbaldien, de Rimbaud en fait, Le bonheur, sa dent douce à la mort. Une autobiographie philosophique et on reviendra sur ce thème bien entendu. Je la recommande pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. J'ajoute que parmi les nombreuses distinctions que vous avez eues, vous avez reçu la médaille d'or du CNRS en 2010, CNRS où vous êtes entré en 1980, je crois, et qu'à l'autre bout de votre carrière, c'est-à-dire au tout début, vous avez travaillé avec des adolescents psychotiques, c'est pour montrer la diversité de vos domaines. Autrement dit, votre parcours a emprunté vraiment d'autres voies tout aussi riches, sinon plus, vous nous en parlerez peut-être, que celle du cursus honorum classique du philosophe en France, je veux dire l'ENS, l'agrégation avec qui vous avez des rapports douloureux, que vous expliquez encore une fois dans votre autobiographie. Ces autres voies sont celles de l'édition, puisque vous avez et vous co-dirigez la collection L'Ordre philosophique au Seuil et ouverture aujourd'hui chez Fayard, où vous allez publier votre prochain livre, sans doute consacré à Homère philosophe, pour donner un scoop. Et vous avez aussi dirigé le centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique et avez accompagné l'aventure du Collège international de philosophie. En fait, vous aimez travailler, si j'ai bien compris, en collectif, puisque à côté de nombreux ouvrages, vous en avez dirigé beaucoup, et à commencer par le magnifique Dictionnaire des intraduisibles, ou vocabulaire européen des philosophies, sur lequel nous allons revenir. Alors Barbara Cassin, merci encore d'être là parmi nous. Merci de m'avoir invité, vraiment. Alors, ma première question, en fait, portera sur le dictionnaire des intraduisibles, parce qu'il est peut-être une manière d'introduction à votre travail et à votre pensée. Si on lit la liste des entrées que vous avez rédigées, quelle constellation elle représente? Est-ce qu'elle définit votre philosophie marquée par la fragmentation et le multiple? Alors j'en lis quelques-unes parce que je crois qu'elles définissent quand même déjà un petit peu ce sur quoi vous avez travaillé. Alors vous avez rédigé Acte de langage, l'entrée aimée, âme, description, doxa, homonyme, langue, logos, moment, morale, mot, pardonner, peuple,
plaisir, principe, proposition, sens, signe, signifiant, sujet, thémis, traduire, vergüenza, signifie la honte, la vergogne en espagnol, et vérité. Est-ce que cela définit l'espace de vos travaux? Je crois pas, pour deux raisons. La première, c'est parce que il y a pratiquement aucune de ces entrées que j'ai rédigées seule. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre collective. Et pour Vérité, par exemple, j'ai dû faire un tout petit bout sur l'Aletheia grecque et la Veritas latine. En fait, chacun était dans son domaine d'expertise, y compris d'expertise de langue. Et je ne suis pas compétente je suis absolument pas compétente en russe, pratiquement pas en espagnol, en italien, etc. Dans toutes les langues qui ont fait ce dictionnaire. Donc c'est véritablement, comme ce dictionnaire circule entre les langues, il s'agit de la différence des langues. Aucune de ces entrées, dont vous avez rappelé les titres français, mais qui ne sont pas, je veux dire, les lemmes d'entrée sont beaucoup plus complexes que ça. Ce sont des lemmes en langue. Alors vous avez évoqué vergüenza, qui en effet est en langue, mais au fond, vous l'avez entendu, là, j'ai collaboré à beaucoup de titres français, par exemple « Aimer ». Bon, mais « Aimer », c'est une entrée qui n'a de sens que parce qu'on traite dedans de « love » et « like », par exemple. De la différence. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que en français on aime Dieu, son amant et la mousse au chocolat? Pas en anglais, on ne dit pas le même mot. Donc c'est de ça dont il s'agit dans ce dictionnaire. Et les entrées que vous avez évoquées, ce sont à chaque fois pour moi des bouts d'entrées. Même les entrées grecques, logos, thémis, dikē, j'y ai travaillé. Moins que être, par exemple, qui est une entrée que j'ai beaucoup travaillée. Et ce sont donc des entrées collectives et des entrées de symptômes de différence des langues. Donc quand on donne simplement le lemme français, on ne fait pas sentir la chair du dictionnaire, c'est ça. Et je ne me reconnais pas là-dedans, si vous voulez. Voilà. Donc, en revanche, je crois qu'il y a une entrée que j'ai dû rédiger toute seule, c'est « Pardon ». Oui, parce que c'est important, on le verra dans votre expérience. Oui, et puis parce que j'avais l'impression de maîtriser la chose entre les différents paradigmes possibles du pardon. C'est-à-dire, ou bien, parce que rien qu'avec le grec et le latin, on tient pratiquement tout. En grec, on dit quelque chose comme sugignoskein, entrer dans les raisons de. On entre dans les raisons de, et alors comme ça, on peut pardonner. Et en latin, on dit quelque chose comme obliviscor, on oublie. Et comme ça, on peut pardonner. C'est vraiment deux modalités absolument antagoniques du pardon. Et j'avais l'impression de tenir la chose rien qu'avec les langues anciennes, que là, je maîtrise plutôt mieux que les langues contemporaines. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai rédigée toute seule. Mais je crois que c'est la seule entrée que j'ai rédigée seule. Mais c'est aussi parce que vous avez, au cours de votre vie, participé à une expérience politique du pardon qui est celle des commissions Vérité et Réconciliation, desquelles vous parlez longuement dans votre livre, en Afrique du Sud, à la sortie de l'apartheid. Oui, ça a été une vraie expérience, en fait. C'était une expérience politique extraordinaire, parce que c'est une expérience où le langage avait force de performance. Quand on parlait, quand on disait, full disclosure, quand on disait tout, alors ce qu'on disait pouvait être amnistié, était amnistiable et en général amnistié. Et ces réunions, ces séances où se disaient les choses en face à face, ou du moins où les bourreaux faisaient face à ce qui restait des victimes, c'est-à-dire souvent rien et de la famille, étaient vraiment des moments, je dirais, quasiment inqualifiables, parce que c'est pour ça que je ne trouve pas mes mots. C'était des moments où ce qui se disait comptait comme des choses. On fabriquait le peuple arc-en-ciel.
C'était ça l'idée de la commission Vérité et Réconciliation. C'était que, au fond, ce qui comptait, c'était de pouvoir faire quelque chose ensemble, de devenir quelque chose ensemble, en disant tout. Qu'il ne suffisait pas de dire « on ne fera plus jamais ça », mais qu'il fallait savoir ce que c'était ça. Et c'était donc, si vous voulez, s'il y avait un pardon là, c'était du pardon grec. C'est-à-dire, il fallait tout savoir, gignoskein, savoir comprendre, sun ensemble. Et là, on pouvait commencer à faire quelque chose de l'ordre de la construction. Et on se dit que, enfin, il y avait des circonstances qui obligeaient à ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu quelque chose, une invention comme la commission Vérité et Réconciliation, il y aurait eu un bain de sang. Et ça, tout le monde le savait. Donc c'est une invention géniale, datée. Maintenant, la question est de savoir reproductible ou non. Et dans quelles circonstances et pourquoi. Donc ça s'est refait un peu avec les tribunaux Gachassa. Il y a eu beaucoup de commissions, vérité, pas vraiment, mais réconciliation, oui. Par exemple au Maroc, il y en a eu une qui n'était absolument pas vérité. C'est-à-dire que là, on n'avait pas le droit de donner le nom de son bourreau. Alors, c'était quand même pas du tout la même chose. Bon, et au fond, je me demande vraiment si quelque chose comme ça pourrait avoir lieu entre Israël et la Palestine ou pas. Oui, c'est d'actualité. C'est vraiment la question que je me pose. C'est peut-être un peu tôt encore. Bah, après 70 ans. Bah, il n'est jamais trop tard pour arrêter de mal faire. J'en reviens au dictionnaire des intraduisibles qui montre à la fois qui est une entreprise extrêmement originale et qui offre une espèce de photographie de la scène philosophique française comme horizontale, comme peut-être votre autobiographie philosophique la montre de façon verticale, c'est-à-dire chronologique ou diachronique. Vous avez en fait côtoyé tous les grands acteurs et les acteurs de la philosophie de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, ceux qu'on désigne en fait comme la génération critique, ou ce que les Américains appellent les post-structuralistes, je pense à votre ami French philosophy. French philosophy. Et vous, en fait, je me demandais si vous sentiez, avec cette French philosophy, un sentiment de proximité, d'appartenance. Hein, vous avez très bien connu Lyotard, Derrida et tous les autres. En quel sens vous sentez-vous appartenir à cette génération et quel en est le lait? D'abord, je sais que je comprends très bien ce que vous dites. C'est vrai que il se trouve que, voilà, j'en parle et je les ai fréquentés, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est quand même une chose, je veux dire, je me suis pas rendu compte que Heidegger, Charles, Lacan, Deleuze, Derrida, Lyotard, ça faisait un monde. Et que ce monde pouvait être le mien. Je m'en suis pas rendu compte. Je me suis toujours considérée quand même comme quelqu'un qui avait quelque chose à apprendre. Alors il y avait des grands profs, et puis voilà, j'étais là pour les entendre. Alors évidemment, j'appartiens à cette génération comme élève, et j'ai été formée là. Et évidemment, quand on parle aux États-Unis de French philosophy, je suis toujours à la fois étonnée et énervée par la manière dont ça se pratique et dont ça se met à la fois à distance et puis en même temps sur un piédestal et puis en même temps, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui me laisse tranquille. Et on peut dire que d'une certaine manière, le dictionnaire des intraduisibles
Donc ce gros travail collectif qui a duré 15 ans de fabrication, enfin quand même, on était 150 à y travailler, c'est pas rien. Là non plus, je me suis pas rendu compte que c'était tellement énorme. Enfin bon, ça s'est fait. Et je pense que si je me rendais compte des choses, je les ferais pas. Voilà. Donc ce dictionnaire des intraduisibles, j'ai commencé à comprendre. Enfin, l'objectif, c'était quand même de ne pas tolérer que l'Europe ne parle qu'anglais, ne parle que mauvais anglais, que globish, global English. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui avec le Brexit. L'Europe parle mauvais anglais. Pourquoi? Parce que nos dossiers, les dossiers pour obtenir des subventions, y compris des subventions françaises pour des associations ou des universités, ou quoi qu'il arrive, des entités françaises, ces dossiers se font en globish. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer ce qu'on appelle le PIA 4, alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, plan d'investissement, quelque chose, pour le campus Condorcet. Ben, il se fait en anglais. C'est-à-dire qu'on se parle entre nous en français, puis de temps en temps en très mauvais anglais, et de temps en temps on dit « Ah, il faudra que ce mot-là », donc paf, on met un mot anglais parce qu'on sait que ça va cocher une case, et puis on le fait en anglais. Donc mon idée quand même, mon intervention politique, si vous voulez, au moment où ce dictionnaire s'est fait, c'était ni globish, ni ce que j'ai appelé nationalisme ontologique, c'est-à-dire ni hiérarchie des langues, avec des langues meilleures et plus géniales que d'autres, exactement comme le grec et l'allemand pour Heidegger. Donc c'était au fond une lutte contre deux ennemis. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout si cette lutte a porté ses fruits. Le fait que ce dictionnaire des intraduisibles existe en livre de poche, c'est déjà un triomphe pour moi. Parce que quand il valait... je ne sais pas, presque 200 €, évidemment, il n'y avait pas de raison que quelqu'un l'achète. Bon. Il n'est toujours pas vraiment sur le net, mais tout ça, ça va peut-être venir. Mais voilà, l'idée même qu'il s'agisse, quand on parle en philosophie, de langue, qu'on philosophe en langue, avec des mots et non pas avec des concepts universels, ça c'est une idée que je trouve très forte et que j'instruis tout le temps. C'est-à-dire, je me méfie horriblement de cet universel. Et je reviens à la French philosophy. C'est-à-dire que, pour moi, la philosophie telle qu'on la pratique beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, etc., dans les départements de philosophie, c'est une philosophie qui tient pour acquis l'universel conceptuel. Ben, pas moi. J'y arrive pas. Je pense que quand on parle, quand on fait de la philosophie, on parle. Il s'agit de mots. Et enfin... je veux bien que ces mots deviennent des concepts. Je veux bien qu'on travaille en concepts. Mais ces concepts, quand on les travaille, justement, ce sont des mots. Et ce sont des mots en langue. Et ils n'ont pas tout à fait le même sens. C'est de même que quand je vous dis bonjour, je ne vous dis pas salam ou shalom, je ne vous souhaite pas la paix, ou je ne vous souhaite pas, comme en grec ancien, kairé, de jouir et de vous réjouir, ou en latin, valer, de bien vous porter, et bien de même, quand je dis mind, je ne dis pas tout à fait Geist, je ne dis pas tout à fait esprit, et ça n'est pas pris dans la même culture. Et ça n'est pas, et ça ne se dit pas, ça ne dit pas exactement la même chose. Pas plus justement que love et like ne disent aimer, justement parce qu'il y a deux mots et pas un. Donc voilà. Donc c'est autour de ces discordances que je travaille. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est une bonne thématique pour assigner la French philosophy. Lorsque récemment, à l'Académie française, j'ai dû faire une ouverture sur... je ne sais même plus quelle était la thématique générale. Bon, excusez-moi. Mais enfin, en tout cas, j'ai parlé de la différence comme thématique française. Différence avec un A pour Derrida, différent END pour Lyotard, différence étant l'un des termes deleuziens par excellence. Bon, ça dit quelque chose de la French philosophy. Et c'est ce quelque chose-là, entre langues, ce séjour entre et avec
évidemment. Donc un séjour traductif qui m'intéresse. Mais oui, finalement, je pourrais dire par provocation que vous faites exactement ce qu'on déconseillait aux élèves dans les classes de philosophie de faire, c'est-à-dire de partir de l'étymologie pour arriver au concept. Vous, au contraire, vous réhabilitez cette voie. Et du coup, j'ai envie de... J'arrive pas au concept. Sans arriver au concept. C'est ça. Et tout en restant au mot. Mais alors... Par conséquent, que signifie intraduisible? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas traduire ou que la traduction est infinie? Enfin, moi, je définis les intraduisibles comme, non pas ce qu'on ne traduit pas, parce que je crois qu'on peut tout traduire, bien sûr, la preuve est faite tout le temps, mais c'est plutôt ce qu'on n'arrête pas de ne pas, parenthèse un peu lacanoïde, lacanienne, ce qu'on n'arrête pas de ne pas traduire. Donc, ce qu'il faut remettre sur le métier. Et d'une certaine manière, là où ça m'est apparu vraiment comme, j'allais dire, en pleine gueule, si vous voulez, c'est lorsqu'il s'est agi de traduire, de faire des traductions du dictionnaire des intraduisibles. Ce qui est vraiment une tâche absolument passionnante. C'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué pourquoi j'avais fait ce dictionnaire des intraduisibles en français, en Europe, à un certain moment, ni globish, ni nationalisme ontologique, ni génie des langues. Eh bien, quand on se met à le traduire dans une autre langue, qu'est-ce qu'elle veut, l'autre langue? Elle a besoin de quoi, à ce moment-là? Moi, le français, j'avais besoin, en français, de ça. C'est-à-dire qu'on arrête de considérer le français comme un dialecte parmi d'autres dialectes européens, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc. Tout ça, dialecte par rapport au globish. Bon. Eh bien... quand on se met à traduire le dictionnaire des intraduisibles, par exemple, la première traduction, ça a été en ukrainien et en russe. Très, très extraordinaire. Et elle a été faite par les mêmes qui parlaient à la fois ukrainien et russe, qui étaient de temps en temps ukrainiens, de temps en temps russes, et qui avaient besoin de comprendre comment leur langue différait. Quels étaient les... Oui, comment... ça ne se passait pas tout à fait pareil en ukrainien et en russe. Et évidemment, sur fond de comment ça se passait complètement différemment d'avec le français ou d'avec l'anglais. C'est-à-dire que, évidemment, ça n'a pas les mêmes homonymes, si vous voulez. Ça n'a pas les mêmes polysèmes. Si je prends, je sais pas moi, vérité, puisque c'est une entrée dont vous parliez, eh bien, il y a au moins 2 mots pour dire vérité en russe. Bon, pravda, qui veut dire d'abord justice. La pravda, c'est le recueil des lois. Hein. Donc ça veut d'abord dire justice. Et puis istina, qui veut dire vérité au sens d'exactitude. Et le fait que nous, on puisse dire que 2 plus 2 font 4 est vrai, et que, je sais pas, Dieu est la vérité, la vie. Bon, le fait qu'on puisse avoir ce même terme, pour un Russe, c'est impossible. Ça ne se traduira pas de la même manière. Donc c'est ces discordances-là entre les langues qui sont passionnantes et qui font que je résiste à l'universalisation de l'universel, si vous voulez, conceptuel. Comme si, on était sûr que c'était le même. Mais pas du tout. L'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. C'est ça mon idée. Et c'est mon idée depuis les Grecs. Quand je vois que les Grecs prétendent que tout homme est un animal doué de logos, mais que logos, ça veut dire ce qu'ils ont eux, les Grecs, et ce que n'ont pas les barbares, ça commence à m'inquiéter. Donc l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Alors justement, partons des mots. Votre dernier livre s'intitule en sous-titre « Autobiographie philosophique ». Et dans ce livre, vous avez cherché à travers des anecdotes, parfois très, très, très intimes, parfois même dérangeantes, sur votre vie, à remonter vers une réflexion, une méditation de type philosophique. Est-ce que c'est lié à la conception que vous portez de la vérité comme feuilletée? J'ai vu ce mot souvent, qui lui donne d'ailleurs un goût presque de pâtisserie. Et pourriez-vous nous expliquer ce terme? Est-ce que c'est dû au fait que votre démarche philosophique, comme vous venez de le dire, met à distance l'universel pour exalter le particulier, l'idiome et l'intraduisible?
J'ai oublié le début de votre question. Non, je voulais savoir si la démarche de votre autobiographie philosophique, qui consistait à partir d'anecdotes pour arriver à une réflexion philosophique, était significative de votre vision même de la philosophie. Oui, sans doute. Au fond, l'autobiographie philosophique, alors, non, parce que je me suis arrêtée parce que Dérangeante m'a dérangée, si vous voulez. Donc, voilà. J'aurais dû éviter. Mais bon, en effet, de l'anecdote à l'idée, c'est bien ça. C'est-à-dire que je pense que quand on se met à
J'ai l'impression que vous avez, dans cette recherche de l'universel dont vous parliez tout à l'heure, et qui est liée à chaque fois effectivement à une spécificité culturelle, que vous touchez là l'universel, en mettant le doigt sur ce qui fait qu'effectivement, toute altérité pourrait... Si c'est on va vers, ça peut encore m'aller. Si c'est on le tient, ça ne me va pas du tout. Voilà. Si votre universel est une idée régulatrice, why not? Non, pas une idée régulatrice. Dans ce que je vois ou que je crois voir au travers de votre propos, c'est cette poursuite, tentative, d'aller vers une compréhension entre des cultures, oui, au travers de mots qui sont à chaque fois universels pour l'un, oui, et non pas pour tous. Absolument. Donc c'est en cela que je me disais ou me questionnais ou accrocher à votre travail cette recherche d'un universel. Vous êtes à la poursuite de ça. Non, j'aimerais mieux que vous ne l'accrochiez pas. D'accord. Et pourquoi? Oui, pourquoi cette phobie de l'universel? Phobie est un mauvais terme. Mais parce que c'est pas tant la phobie de l'universel que la phobie de la majuscule, de l'universel avec un grand U, de l'un, de l'unique, du mono. C'est plutôt ça. Et c'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça simplement, je ne suis pas contre l'universel. Si vous me dites, si vous acceptez cette phrase, l'universel c'est toujours l'universel de quelqu'un, ça me va très bien. Mais vous voyez comment elle contredit même les perspectives benjaminiennes d'une langage universel, d'une langue messianique ou d'une langue. Ça me fait froid dans le dos, moi. Répondre dans le champ de la communication, c'est déjà énorme. Oui, mais enfin, moi je ne veux pas rester dans ce champ-là parce qu'à ce moment-là, vous l'avez l'universel. On va tous, we will all speak this kind of English and it will fit perfectly. And that's generally that's what we are doing in Europa. Alors une dernière question. Non? Eh bien, écoutez, alors non. Je ne voudrais frustrer personne. Eh bien, écoutez, Barbara Cassin, il me reste à vous remercier et à renvoyer tout le monde vers tous vos livres et dictionnaires. Merci beaucoup.